Bonjour à tous et donc bienvenue pour cette session consacrée à la transformation numérique industrielle avec Monitron dans le groupe Bell. Oh, en haut, en bas. Non, marche pas. Je vais faire à droite. On va le faire avec les. Essayez de regarder. J'ai l'honneur d'animer cette session avec le monsieur quelque part transformation numérique industrielle dans le groupe Bell, Yannick Stenou, qui est le Chief Digital Excellence Opération au niveau groupe. Alors retenez le Bell et on va vous expliquer après qui est en détail le groupe Bell et quelle est l'offre de Bell. Côté AWS, j'anime la session aussi avec Vandril Georges, qui est ce qu'on appelle CSM, chez AWS, Customer Solutions Manager, dont le rôle est de trouver ou de maximiser l'impact métier des solutions que l'on construit. Et donc moi, Christophe Villiers, je suis Principal Solutions Architect chez AWS, et en spécialisation dans le manufacturing, plutôt orienté solutions. Au niveau de l'agenda de la session, on l'a découpé en plusieurs sections. La première focalisée sur un peu c'est quoi la transformation numérique industrielle et pourquoi on va focaliser sur la maintenance industrielle et quels sont les types de maintenance industrielle possibles. Seconde partie, plus immersion dans le groupe Bell, et encore merci Yannick, comprendre l'impact de cette transfo au sein du groupe Bell, comment elle a démarré et quelle est un peu la taille de l'impact qu'on peut obtenir assez rapidement sur ce genre de projet. On va clarifier un des composants de la solution qu'on met en place qui s'appelle Monitron, côté solution Amazon. Clarifier un petit peu ce que c'est et comment ça s'inscrit dans le projet. Et ensuite, on viendra sur le cheminement, un petit peu la genèse de comment ce projet a démarré et comment il scale aujourd'hui au sein du groupe et quelles ont été les étapes. Voilà, globalement. Alors, vous avez entendu dans mes phrases jusqu'à maintenant, transformation numérique ou digitale, vous le faites en français ou en anglais, quand vous voulez. On va essayer de respecter un maximum la langue de Molière aujourd'hui, on va rester sur le numérique industriel. On a parlé du groupe Bell. Le premier produit à être optimisé, on va dire, c'est les pommes potes. Alors, tout le monde connaît les pommes potes, comme compote de pommes. Et le lien est peut-être pas forcément à prime abord évident entre Monitron, les petits capteurs orange que vous voyez ici à gauche sur l'image, et les compotes de pommes. Et pourtant, c'est l'équation qu'on va essayer d'expliquer dans cette session aujourd'hui. En quoi les deux donnent un résultat dans l'équation, et bien sûr positif, et à quelle vitesse, et à quel degré. Si on réussit à vous clarifier cette équation-là durant les 45 minutes, ce sera parfait. Alors bien sûr, on est chez AWS, on va quand même, on va dire, se projeter un peu sur de la data, parce que dès qu'on parle d'optimisation, même dans l'industrie, on va parler de data, de machine learning, d'apprentissage via cette data pour impacter, alors pas forcément l'IT classique, le data center, etc. Bien sûr, derrière il y en a, mais on descend jusque sur le site industriel. On pousse le côté un petit peu IoT industriel, jusqu'à la machine, et là on a vu le produit, les pommes potes. Et l'optimisation, c'est, on va dire, le manufacturing, la fabrication, les process de fabrication de ces compotes de pommes sur le site industriel. Il faut faire le grand écart. Et il n'y a pas une partie qui est plus importante que l'autre. Ça fonctionne, la transfo numérique industrielle, si on l'a fait de bout en bout. Alors, une petite question peut-être dans la salle, cette transformation numérique industrielle, est-ce que vous l'avez déjà amorcée chez vous? Je ne sais pas si vous pouvez lever la main vite fait, qui a déjà commencé une transfo numérique industrielle. Alors, normalement, ouais, c'est timide là, pour l'instant, mais c'est 70% à peu près, 70-75% des industriels ont amorcé une transformation numérique au sein sur le côté opération Indus. Et autre question, un peu plus agressive, combien dans ces gens qui ont déjà démarré, combien on ont déjà retiré des profits, des bénéfices significatifs et évidents, non ambigus, on va dire. Ouais, un peu moins, en effet. Normalement, c'est beaucoup moins
parce qu'on descend à peu près à 30-35%. Donc on voit qu'il y a une façon de l'appréhender, et Yannick va nous partager un petit peu ce qu'ils ont fait au sein du groupe Bell, pour être sûr qu'on ne reste pas au niveau donc, des expérimentations, etc., et qu'on arrive vraiment à pas seulement faire les POC, les MVP, les projets, mais vraiment à impacter l'outil industriel pour changer la façon dont les gens travaillent sur les sites. Alors peut-être que, André, tu peux nous expliquer la suite. Donc, un petit peu pourquoi, c'est quoi cette transformation industrielle et pourquoi cette maintenance prédictive demeure quand même un défi, même aujourd'hui. Vous avez reçu un message. L'outil industriel dont vous avez la responsabilité a dû être mis à l'arrêt. Vous savez déjà que chaque heure qui passe, c'est de la perte de production qui s'accumule. Vous savez déjà qu'il va falloir identifier l'origine de la panne, vérifier la disponibilité des pièces de rechange, mobiliser l'équipe de maintenance. Et quand vous ferez le bilan financier, vous vous rendrez compte que votre marge a été directement impactée par l'augmentation de vos charges d'exploitation. Alors vous n'êtes pas seul. C'est l'enjeu de près de 80% des industriels et ça représente plus de 50 milliards par an. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le choix de votre stratégie de maintenance. Vous pouvez avoir une stratégie de cigale. Je répare quand ça casse. Pour y remédier, vous pouvez vous dire, j'adopte une stratégie de fourmi. Je choisis mes équipements les plus critiques et pour cela, je planifie leur maintenance à date fixe. C'est bien, mais c'est souvent trop tôt. Et si il était possible de faire sa maintenance en fonction de l'état réel de vos équipements à l'instant donné, en fonction des temps d'usage de cet équipement. Pour cela, il vous faudrait collecter des données de fonctionnement de ces appareils, créer des modèles qui vous permettront d'identifier des anomalies, de vous aider au diagnostic, voire de prédire les défaillances en identifiant les signaux faibles. Ça serait la maintenance prédictive juste à temps. Ça semble assez simple et évident, et pourtant on observe que près de 3/4 des industriels aujourd'hui ne savent pas quand faire leur maintenance. Pourquoi ? De façon assez simple, parce que c'est plus difficile à faire qu'à dire. Les clients qui nous partagent leurs défis nous disent qu'ils ont deux grands défis. Ce sont ceux de la donnée et ceux de la mise en œuvre. Si on regarde la donnée, on pourrait dire que pour la maintenance prédictive, la donnée, c'est un peu la pomme pour fabriquer une pomme pote. Je me permets l'image avec nos amis de chez Bell. Encore, cette donnée, faut-il qu'elle existe ? Parfois, les équipements ne sont même pas instrumentés. Quand elle existe, encore faut-il qu'elle soit disponible. Elle est peut-être coincée dans un automate. Et quand elle est disponible, encore faut-il qu'elle soit exploitable. Vous ne pourrez pas modéliser grand-chose à partir d'une température qui est prise une fois par jour. Vous pouvez vous dire, qu'importe, je vais créer mes propres sets de données. Donc il va falloir instrumenter vos équipements et connecter ces données pour pouvoir les utiliser. J'ai encore le souvenir d'une très longue discussion pour installer des capteurs de vibration sur des pompes, sur une centrale électrique, et pour tout vous dire, elles n'ont jamais abouti. Alors, c'est super d'avoir ces données, qu'elles soient exploitables, mais encore faut-il qu'elles soient exploitées pour que vous en tiriez de la valeur. Et les défis qu'on observe et que nos clients nous communiquent sont deux ordres, sont ceux de l'adoption, qu'elle soit exploitée par les équipes et que cette donnée soit transformée en information, cette information en action qui crée de la valeur, et que ça soit fait à l'échelle, sur l'ensemble de votre parc industriel. Ça, c'est des défis que Bell a relevés. Et donc, quand on a un client comme ça, qui a été capable de relever ces défis comme Bell, on est très heureux qu'il vous partage son retour d'expérience. Merci. Je vais prendre ça. Écoutez, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Yannick Stounou, je suis en charge de la transformation digitale des opérations de Bell.
Donc les opérations, c'est 3 grands périmètres, les achats, le manufacturing avec bien sûr les usines, et puis la partie supply. Quelques mots pour commencer sur qui est Bell. Pardon, je suis allé trop vite. Voilà, donc bon, Bell est un groupe familial, je pense que vous connaissez certaines des marques du groupe. Et c'est un groupe qui a évolué de façon assez significative en termes de... Décidément. Voilà, ça va le faire. Donc c'est un groupe qui a évolué assez sensiblement au niveau stratégique, puisqu'en fait, originellement, on est un groupe fromager, avec ce que vous voyez en fait à gauche. Et on a décidé d'investir ces dernières années dans d'autres types de produits, donc les produits fruitiers, donc en fait les compotes en gourde, pour être plus précis, avec Materne. Et puis depuis quelques années également, on développe des produits à base de matières premières végétales. On est sur un scope d'environ à peu près 3,5 milliards de chiffre d'affaires, à peu près 12 000 collaborateurs. On est présent dans 130 pays et puis on a un petit peu moins de 30 sites de production. Alors, les enjeux en fait de la digitalisation chez Bell, en fait, on les a développés sous la forme en fait de 4 grands en fait, défis. Le premier, ça a été un enjeu relatif au développement des compétences. Je pense que les industries alimentaires sont toutes aujourd'hui dans les mêmes problématiques que nous. On a des enjeux de capitaliser les savoir-faire et les connaissances, et donc bien évidemment, on a voulu développer de façon assez forte des solutions sur la digitalisation du savoir-faire. Deuxième axe, on en a un petit peu parlé, c'est la data. Tout part de la data. Et donc, par rapport à ça, on a là aussi, comme beaucoup d'industries alimentaires, en fait, des enjeux d'optimisation des processus de fabrication. Et ces enjeux, on peut les retrouver sur des aspects, bien évidemment, de fonctionnement d'équipement, mais pas que. L'industrie alimentaire est une énorme consommatrice d'énergie, en tout cas sur certains types de produits. Et bien évidemment, nous avons aussi des sujets digitaux relatifs à l'énergie. Et enfin, des éléments de performance opérationnelle au travers de la réduction, bien sûr, de nos arrêts de ligne, du downtime. Et c'est dans cet écosystème, en fait, d'optimisation de la perf opérationnelle que s'inscrit, bien sûr, Monitron et la maintenance prédictive. Je vais te laisser passer voilà, le slide. Alors, en fait, je vais d'abord peut-être vous raconter l'histoire entre AWS, Monitron et Bell. En fait, tout a démarré il y a à peu près 2 ans et demi. On avait organisé en fait une visite dans un centre de traitement Amazon, donc un fulfillment center. D'ailleurs, je vous invite toutes et tous, si vous ne l'avez pas fait, à pouvoir le faire parce que c'est extrêmement impressionnant. Et le codir des opérations du groupe est allé visiter ce centre de traitement Amazon. Et lors de la visite, en fait, on a vu des tout petits capteurs sur les convoyeurs de ce centre, en fait, et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ces capteurs? Et retour en salle, et on nous explique effectivement la logique des capteurs Monitron, et on se dit, mais il y a un enjeu potentiel entre ce que fait Amazon sur ces convoyeurs avec Monitron. Vous imaginez l'impact d'un arrêt de convoyage dans un centre de traitement Amazon en termes de conséquences, versus ce que nous, on pourrait avoir sur des arrêts de ligne, sur des équipements très importants en termes de process. Et donc, on rentre dans une logique, en fait, de convaincre en interne, et on se dit, on va tester Monitron dans des usines Bell, et on fait un appel à candidature, et on a une usine, donc à Boué, donc j'en profite pour saluer les gens de Boué qui sont dans la salle, qui joue le jeu, et qui dit on va tester effectivement Monitron sur le site. Et vous voyez effectivement ici de façon extrêmement factuelle ce que ça nous a permis effectivement d'économiser. Et on a aussi déployé en fait la solution dans une autre usine donc de compote aux États-Unis. Donc en fait l'approche pour nous était une approche learning by doing, test and learn.
C'est aussi simple que ça. On teste, ça fonctionne, on déploie, ça ne fonctionne pas, on arrête. Et c'est toute la logique, en fait, de l'intérêt de Monitron à deux niveaux. D'abord, ce que ça produit en termes d'information et de data, on va le voir tout à l'heure, mais aussi, je vais dire, sur la simplicité dans l'installation de la solution. Donc là, vous avez effectivement ce que je viens d'expliquer. Donc, tout est parti de cette visite dans ce centre de traitement Amazon. Et vous avez ici une photo d'une conditionneuse sur le site de Boué. Ok, merci beaucoup Yannick. On reviendra en immersion sur l'approche de transformation au sein de Bell. Oui, et on a aussi vu que ça avait aussi économisé, donc d'un point de vue donc, développement durable, sustainability. Donc 5 rinçages suite à une détection. On n'a pas été obligé de rincer complètement l'usine. Il faut savoir quand il y a un problème, il faut nettoyer tous les tuyaux. On ne fait pas des demi-produits avec ce qui reste dans les tuyaux, etc. Quand on ne sait pas trop ce qui a été fait, on a un problème, on nettoie tout, cleaning, sanitizing, etc. Et là, donc, ça a évité 5 rinçages complets de l'usine. Donc je vais sur le total, ce n'est pas négligeable. Pour le côté financier, pour le côté de la planète également, on est assez synchrone à ce niveau-là, donc c'est bon de le mentionner également. Revenir un petit peu sur Monitron, là, donc, qui est en effet le petit capteur orange dont tu as parlé plusieurs fois. Il est là. Donc en quoi ce petit capteur-là est important. Donc si tu regardes sur le slide suivant, non, c'est celui d'avant, celui d'après. Voilà. Donc il faut savoir que c'est à l'origine, certes, c'est une solution aujourd'hui disponible sur AWS, donc pour tous les clients, que vous fassiez de la de la compote de pommes, parce que pomme-pote, c'est que chez Bell, mais si vous faites de la compote de pommes ou d'autres choses que la compote de pommes, vous pouvez également donc utiliser ce capteur. Le premier à l'avoir utilisé, et je dirais mieux à l'avoir créé, donc c'est le groupe Amazon, côté l'amazon.fr sur lequel vous allez, et qui vous livre vos colis. Donc à l'origine, Amazon avait ces kilomètres donc, de convoyeurs, donc qui est quelque part l'autoroute des colis au sein du centre de traitement, 20 km, 25 km, 30 km. Donc, et forcément, il y a des gros moteurs électriques en dessous qui font tourner, c'est pas magique, donc qui font tourner les tapis. Et ces moteurs électriques, comme tout matériel, il y a une phase d'usure, et à un moment donné, il y a une maintenance obligatoire. Donc Vendry nous a expliqué les différents types de maintenance, et on ne peut pas monitorer 30 km de convoyeur. Déjà, entre nous, ce n'est pas super passionnant à monitorer, on va dire de manière manuelle, et puis ce n'est même pas faisable. Donc, d'où les capteurs. Donc, on a mis les petits capteurs, vous voyez en position là, donc dans un centre de traitement Amazon. Ils sont collés, parce que le problème, c'est qu'un moteur électrique de convoyeur, ce n'est pas très coopératif au niveau de la discussion. Donc, si vous voulez, en tant qu'informaticien, par exemple, récupérer la donnée, est-ce qu'il a un problème, est-ce qu'il est démarré, est-ce qu'il est arrêté, est-ce qu'il a bossé aujourd'hui 4 heures, 6 heures, 10 heures, 16 heures, à pleine vitesse, à basse vitesse, ce genre d'information. Nativement, ce n'est pas le genre d'équipement qui communique beaucoup. Donc il faut qu'on réussisse à avoir un système non intrusif, on va dire, donc qu'on peut coller ou accoler donc, au matériel, donc au tapis et en particulier sur le moteur, et qui va pouvoir capter l'activité de ce moteur, juste en écoutant son compagnon sur lequel il est collé. Donc l'impact dans le Fulfillment Center, enfin, dans le centre de traitement, Amazon, c'est 69-70% d'arrêt de convoyeurs en moins. Ce n'est pas quelques pourcents, on arrive à 70%, donc c'est assez impactant. Slide suivant. Donc Monitron, la particularité est une solution de bout en bout, parce que ce que nous ont dit nos clients, moi, j'aime bien le fait de pouvoir capter ce que fait un moteur, mais il faut que je construise le capteur qui va bien. Donc, j'appelle une société qui fait des capteurs de compétition IoT, device, etc. Et ils vont me faire un capteur. Après, je ne suis pas dans le data center. Je suis dans le centre de traitement ou dans l'usine Bell. Donc, il faut que j'ai un petit appareil qui réceptionne l'information sur place, derrière le capteur, qui commence à faire des calculs. Et puis après, comme je ne suis pas dans le data center, il faut que je stocke l'information. Donc il faut que je l'envoie sur un serveur quelque part, qui est au bout du couloir, pas forcément le meilleur endroit, donc qui est par exemple dans le cloud. Donc il faut que je fasse une connexion cloud, etc., que je stocke l'info. Après, mes data scientists préférés vont y réfléchir, vont faire ce qu'il faut. Le système va apprendre de ce qui se passe. Et si j'en reste là, ça ne sert à rien.
Parce que là, il n'y a pas d'impact industriel. Vous vous rappelez qu'on fait de la transformation numérique industrielle. Donc il faut revenir vers l'opérateur en lui disant, pop, 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 il y a quelque chose d'intéressant sur cette machine qui est en train de se passer. Donc il faut faire tout ça. Alors via un écran, une application mobile, un iPad, un iPhone, un Android, vous faites ce que vous voulez, toutes les variantes, parce que chaque client et chaque site aux US, en France, à ses standards, c'est pareil, sauf que c'est légèrement différent. Donc il faut faire tout ça pour la solution de bout en bout. Et c'est ce que propose Monitron. Comme tout le monde fait le même projet, donc, et chez Amazon, ça démarrait avec le même axe, ils se sont dit, on va développer de bout en bout. Capteur, agrégateur local, agrégateur dans le cloud, connexion vers les applications de notification avec un petit traitement en amont qui donne la pertinence de la notification. Donc comment ça fonctionne, sans faire une session d'architecture, mais quand même concrètement, comment ça se passe. Alors, en bas à gauche, vous avez c'est une machine, hein, ça peut être une pompe à eau, une pompe avec matière, n'importe quel type de gros moteur qui fait passer des fluides. Ça peut être tout ce qui est air conditionné, tout ce qui est système de filtration. Ça peut être donc les convoyeurs, enfin, n'importe quel gros moteur qui a des cycles rotatifs et qui, quand il fonctionne, donc fait des vibrations. Le capteur, il prend vibration 24 fois par jour et température. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup quand même. Il fait vibration, température et c'est tout. Et c'est tout parce que on aime bien faire les choses le plus simple possible, pour des raisons de coût, de déploiement, de fiabilité, etc. Donc Monitron, il ne fait pas tout, mais il le fait le plus simplement possible. Et chez Amazon, ils ont regardé que sur ce type de moteur et d'engin, qu'on peut un peu généraliser, si on suit bien les vibrations et la température, ça suffit pour détecter qu'on est en train d'avoir un début de maintenance qu'il faudrait anticiper sur l'équipement. Ça suffit. C'est ce qu'on va voir. Hein. C'est le top qui nous dit qu'il faut focaliser maintenant sur cette machine. Alors, la machine fonctionne, hein. Elle n'est pas cassée, elle continue à fonctionner, mais elle va être en anomalie dans les jours et dans les semaines qui viennent. Donc après l'info, donc le capteur, il écoute les vibrations, la température, il remonte l'information. Alors il est connecté à une passerelle, hein, ça c'est un peu le côté IT, local technique, et la passerelle, donc ça c'est en Bluetooth Low Energy, donc le capteur il dure 5 ans, on s'engage sur 5 ans d'autonomie, donc il n'y a pas à tirer des câbles électriques qui viennent de je ne sais pas où, et des câbles réseau non plus, donc ça communique en radio BLE, ça repart sur la gateway va dans le cloud. Dans le cloud, on a de machine learning, donc l'apprentissage, parce qu'il faut savoir que le même type de matériel, de machines installées différemment, légèrement, on va dire à 10 mètres près dans l'usine, et pas forcément la même hauteur, pas forcément avec les mêmes tours de clés, etc. Malgré le côté montage industriel, il y a toujours une petite différence. Donc le machine learning, il est par capteur. Donc le capteur, quelque part, il colle à son compagnon. Donc la machine sur laquelle il est collé, et le machine learning, il est stabilisé sur la machine. Donc l'apprentissage va connaître parfaitement le ou les modes de fonctionnement du tapis, du convoyeur ou de la pompe matière. Et ensuite, donc après 10 jours, donc l'apprentissage est effectué. Et là, on sait, donc si le jour où on reçoit une vibration, une température qui ne rentre pas dans les cases donc de l'apprentissage précédent, eh ben, a priori, la machine est en train d'avoir un petit souci. Et c'est là où on notifie l'opérateur, donc directement dans la poche sur l'application, ainsi que sur la console, pour qu'on puisse traiter. Donc on voit bien que là, on a zéro développement IT à faire, si ce n'est s'assurer qu'on est compliant de bout en bout. Hein. Donc il faut quand même faire un petit travail avec l'IT, mais il n'y a pas de coding, de codage à faire. Il n'y a pas de data science à faire non plus. Le data science, il n'y a pas de data scientist, mais le data science, c'est automatisé à l'intérieur. Il ne faut pas le refaire, quoi. Donc ça peut aller très très vite, en effet, à déployer. Donc sur le slide suivant, les clients m'ont dit ça c'est bien, mais des fois on veut récupérer nos données. Parce que moi j'ai un SAP derrière, j'ai un IBM Maximo, j'ai un ServiceNow, j'ai mon application Maison Notification Worldwide qui a déjà été développée. Et l'application c'est connecté. Et donc je veux pouvoir réutiliser ça. Donc première phase, on ne connecte à rien, tout est développé. Deuxième phase, on peut souscrire aux événements et les renvoyer vers mon application préférée, la stocker pour mon équipe de data scientists talentueuses, etc., etc. Donc les deux sont possibles. Voilà, donc peut-être un peu détailler comment on est parti avec ça. Merci. Donc comme je disais tout à l'heure, en fait,
quand on est sur ces types de sujets de maintenance prédictive, et quand on est sur une stratégie un peu plus corporate driven, le point le plus important, c'est effectivement de trouver des usines qui soient en capacité en fait de tester la solution. Donc il y a d'abord un premier travail qui est de se dire, si on veut vraiment démontrer la valeur créée par Monitron, on doit être capable de la tester. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a testé uniquement la solution aujourd'hui dans 2 sites, qui sont des sites qui produisent des gourdes, Boé en France et l'usine de Traverse City dans le Michigan aux États-Unis. Et dans les 2 cas de figure, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on rentre dans une stratégie qui est plus une stratégie de déploiement, dans les 2 cas, on a confirmé la création de valeur apportée par Monitron. Donc en fait, ce sont 2 cas d'usage, 2 succès. Bien évidemment, Monitron nous a évité des pannes et je dirais même des arrêts d'usine, puisque en fait, quand on est sur des process agroalimentaires, certains équipements en fait sont tellement critiques que s'ils s'arrêtent, en fait, c'est un arrêt total du site. Donc le coût de l'heure d'un arrêt d'usine est juste absolument monumental. Donc évidemment, Monitron doit être installé sur des équipements critiques. Donc il y a une notion effectivement de validation de criticité de l'équipement. Monitron doit s'inscrire aussi dans une stratégie globale liée à la maintenance prédictive, puisque l'un des enjeux, je rappelle, c'est la scalabilité, c'est-à-dire en fait le fait comment à partir de 2 sites, on peut envisager effectivement un plan de déploiement global sur l'ensemble de nos sites. Et au final, bien évidemment, c'est bien l'usine qui confirme l'enjeu de la solution et je dirais la création de valeur. Et à partir du moment où l'usine la valide, je pense que le rôle d'une équipe corporate est de le soutenir et de valider effectivement ce déploiement de façon standardisée et coordonnée dans toutes les usines, puisque les problématiques de ces sites, en fait, potentiellement, on peut les avoir dans toutes les usines du groupe. Et donc, on a probablement des coûts de maintenance qui sont chez nous, sans rentrer dans les détails de chiffres, extrêmement importants, qui pourraient être évités grâce à une approche plus prédictive en fait, des interventions de maintenance. Donc, je ne rentre pas forcément effectivement dans les détails, mais on retrouve des éléments de vécu en fait, hein, sur ce qui était observé sur nos usines. Ça a permis de toute façon, dans tous les cas, de faire ce que Christophe vient d'expliquer à l'instant, c'est-à-dire d'alerter et d'anticiper et de prendre une décision en amont, ce qui est le plus important, d'avoir une casse ou une panne en fait, extrêmement importante. Ce qu'on n'a pas forcément fait aujourd'hui, c'est toute cette partie machine learning qu'il faut qu'on puisse effectivement travailler dans la mesure où ça devient intéressant lorsque on capture des centaines, voire des milliers de données. Voilà, donc c'est ce que je viens d'expliquer à l'instant. Donc des alertes identifiées en amont, des anticipations sur des interventions de maintenance qui ont évité des arrêts importants de production. Alors aujourd'hui, notre volonté, elle est de déployer. Donc il n'y a pas de remise en cause sur la valeur apportée par Monitron. Donc les ROI ont été partagés. Ils sont extraordinaires si je rapporte le coût de l'investissement sur les pannes que nous avons évitées. Et on est en train de travailler avec les équipes corporate à recenser en fait l'ensemble des besoins en capteurs pour l'ensemble de nos sites en fait, et d'intégrer ça dans notre stratégie globale OT, puisque bien évidemment Monitron n'est pas une approche en standalone, mais qu'elle s'intègre dans un écosystème qui doit être effectivement validé. L'idée pour nous derrière, c'est bien sûr que la solution soit déployée sur nos 28 sites dans 13 pays comme solution de maintenance prédictive. Donc ce ROI qu'on a calculé, ou ce use case qu'on a eu sur 2 sites, maintenant il faut qu'on l'amène à l'échelle, et c'est bien le passage à l'échelle qui va générer
je dirais, la valeur attendue par le groupe. Merci Yannick. Peut-être continuer? Oui, je peux continuer. Enfin, c'est exactement ce que je viens de dire. En fait, on va déployer la solution dans les autres usines américaines fabricant de la compote. Et l'étape suivante, c'est de la déployer sur nos usines fromage, donc qui fabriquent à la fois des produits base laitière ou fromage fondu, parce qu'effectivement, il faut qu'on la teste dans des écosystèmes, ou en tout cas dans des environnements de production qui sont différents. Enfin, il y a peu de rapport entre un process de fabrication de compote et la fabrication d'une vache qui rit. Mais en tout cas, la valeur attendue, en tout cas la stratégie ne change pas. C'est bien d'anticiper en fait et d'utiliser la data pour anticiper, optimiser les coûts de maintenance. Le correctif coûte très cher. Le préventif non justifié coûte très cher également. Et l'idée, bien évidemment, c'est de pouvoir avoir cette espèce d'optimisation à l'équilibre, d'intervenir juste avant qu'on passe de l'autre côté avec un correctif très coûteux. Ouais, alors moi, juste quelques commentaires dans les remarques qui ont été faites. Donc c'est par les gens des usines directement. Hein. C'est pas au niveau DSI, Central Corporate, etc. C'est les gens des usines. 2 points qui m'ont, on va dire, choqué positivement. Le premier, c'était, il le mentionne, c'est-à-dire que comme l'équipement, on est en maintenance prédictive, donc l'équipement continue à fonctionner. Et là, il y mentionnait clairement d'une défaillance de l'équipement, mais à l'intérieur. C'est-à-dire que ça ne se voit pas, en fin de compte. Même si on a des experts Top Gun, etc., de toute façon, ça ne se voit pas. D'où l'intérêt de ces petits capteurs qui détectent une cage, un problème de joint à changer, qui sont de toute façon non visibles à l'extérieur par l'opérateur, donc dans la machine. Et là, c'est clairement notifié par les gens de l'usine en disant « Monitron nous a détecté des pannes internes aux équipements ». Donc, et en effet, quand ils ont ouvert l'équipement, ils se sont rendus compte qu'il y avait une usure, donc fin de vie, dans l'équipement. Donc c'est assez pragmatique pour les gens des usines. Le deuxième, c'est, on parle souvent d'IT, OT, alignement, ou pas alignement d'ailleurs. Donc culturellement, on sait qu'il y a l'IT classique, et puis après il y a l'automatisme et tout ce qui est industriel. Et aligner les deux reste un challenge. Et là, dans les remarques, on commence à voir un petit peu ce genre d'amorce du changement, de la transfo, le momentum qui se met en place, parce que les gens des usines se mettent à passer machine learning, et Monitron, il a appris qu'il y avait 2 états de fonctionnement. Oh, ça me surprend, etc. Et on voit que toute on va dire, la matière des gens des usines s'aligne avec la matière plus classique de l'IT. Donc ça fait partie aussi de la transfo au niveau ressources humaines, non seulement de partager la connaissance et de la pratiquer, et de rendre compatible donc l'IT et l'OT pour que la transfo devienne plus naturelle et qui pourrait à prime abord ne pas être le cas par défaut. Hein. Donc ça fait partie exactement. Et quand on lit vous les redirez, enfin, ça fait partie de cet réalignement IT-OT qui est obligatoire pour la transformation numérique industrielle. Voilà ce que je voulais faire comme remarque. Et oui, ça ne concerne pas que la Pompote, tous les autres produits du groupe, et puis vos produits aussi chez vous, pour être donc candidat. Slide suivant, si tu peux nous réexpliquer les autres sessions qui sont intéressantes aussi au niveau manufacturing. Oui, il en a fait un focus sur la capacité à passer à l'échelle avec une technologie qui est celle de Monitron. Si vous allez à la session de Schneider Electric, vous pourrez avoir un retour d'expérience de cette approche-là sur d'autres technologies qui sont celles de la GenAI. Donc c'est l'amphithéâtre bleu à 16h45. Merci. Merci. Il y a encore quelques slides. J'ai encore 2 slides. Donc l'étage en dessous, si vous avez le deuxième étage, donc on a un démonstrateur Monitron, donc avec aucun fake. C'est-à-dire qu'on a pris la machine la plus petite possible, c'est-à-dire le moteur industriel. A priori, dans beaucoup de vos machines, dans les usines, vous avez des moteurs semblables à celui-là, plus ou moins gros. Hein. Il peut faire 1 mètre cube. Hein. Il y a quelque chose de compétition. Il y a des plus petits aussi. Celui-ci est raisonnable, il fait une dizaine de kilos. On peut le mettre dans les valises, il peut prendre l'avion avec nous quand on va faire des démonstrations à droite à gauche. Donc on a les vrais Monitrons qui sont mis en place, vibration, température, on le démarre, on peut faire la démonstration et on peut générer des petites turbulences vibratoires, on va dire additionnelles, pour pouvoir déclencher donc l'alerte donc de maintenance prédictive. Donc ça c'est donc au 2e étage dans le AWS for Industries.
Donc, on n'a pas que Monitron, on a d'autres démonstrateurs aussi. Donc, c'est automobile donc, et fabrication manufacturing. Donc, on a des démonstrateurs orientés donc, auto, donc recharge, gestion de charge électrique pour véhicules électriques. On a tout ce qui est software defined vehicle. On a un partenaire Reply qui fait un démonstrateur pour suivre, donc d'un point de vue logistique, l'état des transports, respect des températures, des chocs durant le transport. Si vous faites transporter, on va dire, des objets plus ou moins fragiles contractuellement, ça serait bien que ça soit respecté. Donc là, il y a moyen de tracer. Monitron, on en a parlé. Il y a tout ce qui est PLM, donc avec la High Performance Computing, comment vous pouvez modéliser donc, grâce à l'élasticité du cloud et un petit peu de Generative AI. On le mettre un peu. Donc, anticiper et créer des variantes de vos modèles et également donc, une démonstration orientée supply chain. Voilà ce que je voulais dire. Donc, j'espère qu'on a réussi à répondre à l'équation du début. En quoi ce petit capteur orange plus, donc les gros pompotes, ça fait de la transformation numérique industrielle et l'équation est positive assez rapidement et de manière non ambiguë, on va dire, intéressante. Donc, c'était le premier point. Et on remarque aussi, moi, ce que je retiens comme point, parce que je pense toujours aux gens des usines, c'est qu'on a inversé la tendance. C'est-à-dire qu'avant, le technicien de maintenance, c'était le dernier à être prévenu. C'est-à-dire quand il y avait une casse, un souci sur une ligne de production, les opérateurs de production disaient « Hop, c'est ta machine qui vient de tomber en panne. » Du coup, c'est plus la leur au niveau prod, c'est la machine de l'équipe de maintenance, parce qu'elle vient de tomber en panne. Et donc, en mode un peu stressé, on va dire le dernier au courant, donc le technicien de maintenance va se déplacer et tout le monde va le regarder et dire quand est-ce qu'on redémarre, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est assez, d'un point de vue ressources humaines, moyen. Donc, ce genre de démarche de maintenance prédictive renverse toute la situation. C'est-à-dire que là, les gens de la ligne de production, opérateurs de production, ils continuent à produire parce que la machine fonctionne toujours. Donc la ligne fonctionne. Certes, elle a des petits soucis un petit peu inhabituels, mais elle n'est pas encore en anomalie. Elle continue à délivrer son activité. Donc pour la prod, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Par contre, pour l'équipe de maintenance, ils viennent de recevoir la notification, comme André l'a dit au début. Là. Donc elle est déjà arrivée à l'équipe de maintenance. Ce sont les premiers à avoir l'information. C'est uniquement, il leur manquait ça. Il manquait juste la petite notification qui dit, hop, sur la ligne 48, la remplisseuse de palettiseur, tout ça, hop, cette machine-là commence à avoir des soucis. Donc là, l'équipe de maintenance, sans stresser, va pouvoir optimiser son activité d'un point de vue financier, organisationnel, planning, se mettre dans une phase de maintenance ou le lundi matin, le week-end, la nuit, etc., pour ne pas impacter la prod ou rebasculer sur une autre ligne, ce qui était prévu, pour impacter donc quasiment pas d'impact pour la prod. Donc du coup, ça déstresse tout le monde, même les gens hors maintenance, et le technicien vient pouvoir intervenir avant que tout le monde soit un peu plus tendu. Donc c'est mieux pour lui aussi d'un point de vue ressources humaines, c'est mieux pour la finance globalement, c'est mieux pour l'environnement. Il y a des fois il y a des pertes de produits à droite à gauche parce qu'il faut faire un petit peu plus de nettoyage que prévu. Donc c'est bon pour la planète. Donc tout le monde s'y retrouve quelque part. Et tout ça sans acheter, on va dire, de nouveaux équipements, de nouvelles machines ou recruter 3 personnes en plus. Au contraire, on arrive à travailler de manière, on va dire, plus posée et plus efficace. Donc l'équation, je pense, est assez positive. Voilà ce que je voulais mettre en conclusion. Donc merci encore au groupe Bell et à Yannick pour l'immersion. Et puis voilà, on reste à votre disposition si vous avez des questions sur la maintenance prédictive, la transformation numérique industrielle et c'est quoi ces petits capteurs orange. Voilà. Merci à tous. Merci. Oui, alors si vous voulez, pas oublier de remplir la petite qui est donc sur le QR code pour nous donner du retour, feedback en anglais, is a gift, comme on dit toujours. N'hésitez pas à nous donner des retours, ce qui vous a plu, ce que vous souhaitez qu'on améliore. Et si vous avez des questions aussi, vous pouvez le mettre aussi là-dedans. C'est très facile, très rapide. Et pour nous, c'est très important. Voilà. Merci.